Au titre de la liberté, vous prenez par exemple la suppression du permis de construire. Je suis chez moi, je construis ce que je veux, sans tout à l'égout ou fosse septique par exemple, avec le risque de nuisance pour autrui sur un plan sécuritaire, sanitaire, hygiénique et au niveau de la pollution. Il me semble qu'on en revient à la notion de nuisance objective, qui serait prouvée scientifiquement, la seule à prendre en compte. Mais l'homme est un être vivant, avec des émotions et des relations avec les autres. Cette notion de nuisance objective ne risquait-elle pas de nier ce vivre ensemble? Alors vous êtes pas très honnête dans votre question, si je peux me Moi non permettre. plus. À savoir que vous avez repris des choses que je n'ai pas écrites. Et lorsque je parle de la liberté de chacun dans son espace privé, de construire, etc., je ne parle pas de sa liberté d'envoyer son égout dans le terrain d'autrui. Je parle, parce que là on entre dans la nuisance objective justement, je parle de la liberté qu'il a de mettre des tuiles ou des tavaillons ou de la tôle ondulée. Je parle de la liberté qu'il a de mettre la hauteur de barrière de ses balcons à 80 cm ou 70 cm au lieu de 93 cm. Je parle de la liberté qu'il a de faire une piscine sans mettre une barrière autour de sa piscine. Je parle de la liberté qu'il a d'ouvrir ou de fermer des fenêtres. Je parle de la liberté qu'il a de construire une deuxième maison à côté de sa première maison. Je ne parle pas de la liberté qu'il a d'envoyer ses égouts dans le jardin du voisin. De ce point de vue, le Code civil d'aujourd'hui, qui légifère et qui réglemente les conflits d'espace individuels, est assez bien fait, il faut le dire, que je rends hommage à disons, la moitié du Code civil. Toute la législation concernant la mitoyenneté me paraît à conserver, malgré la modification d'un certain nombre de dispositions que je préconise. Et notamment, bien entendu, hein, si on a une bouche d'égout, si on a ces égouts qui vont se déverser, on a une usure constatable, hein, constatable, on a un huissier qui vient, qui constate, et qui constate non pas quelque chose de volatile, mais qui va constater des matières qui sont issues du terrain d'à côté et qui viennent... bon. Donc, alors on va... Vous avez raison, on va avoir des cas qui sont des cas limites. Alors des cas qui sont limites, je pense par exemple aux odeurs. Bon, les odeurs, c'est un cas limite. Est-ce que ça rentre dans la constatation objective ou dans la constatation subjective, hein? Bon, si je souffre de sinusite chronique, bon, je ne sens absolument pas les mauvaises odeurs, donc je ne suis pas gêné par votre maison qui a des toilettes en plein air. Bon, je ne suis pas gêné. Bon. Par contre, bon, si je sens... là, c'est un cas limite qui, à mon sens, rentre bon, dans la nuisance subjective, à savoir qu'elle ne crée pas de dégâts constatables par les outils d'évaluation de la science actuelle. Voilà. Alors la nuisance auditive, elle est constatable, puisqu'on a une mesure du décibel, hein, et on a également une constatation scientifique que des décibels trop élevés endommagent les tympans, hein, donc on a une diminution de l'intégrité physique de celui qui reçoit les décibels, et donc là on a effectivement quelque chose qui part d'un espace privé, qui arrive dans un autre espace privé et qui produit une diminution d'intégrité.
Donc ça rentre tout à fait dans le cadre de la nuisance objective. Donc là, il faut bien voir que la liberté qu'on a de faire ce qu'on veut dans son espace privé est limitée, hein, par le principe de nuisance objective, et il s'agit ensuite de pouvoir catégoriser, de pouvoir classer si effectivement telle ou telle perception d'autrui de la nuisance, c'est une nuisance objective ou subjective. Je vous remercie. Je voudrais que vous m'expliquiez une phrase qui me pose problème. Je vous cite: le fait que la diffusion de telle idée soit la cause indirecte d'une atteinte à l'intégrité d'un bien ou d'une personne relève de l'appréciation subjective et ne peut être prouvé concrètement ni scientifiquement. Je ne comprends pas bien, ou j'ai peur de mal comprendre. Oui. C'est-à-dire que vous comprendriez quoi? Je comprendrais pas, pour prendre un exemple historique, le problème des camps de concentration ou de l'atteinte aux personnes juives pendant la période nazie. Alors, atteinte à l'intégrité d'un bien quand on saccage une synagogue, atteinte à l'intégrité d'une personne quand on moleste les juifs. Est-ce que ça relève, excusez-moi, de l'appréciation subjective? Est-ce que ça ne peut être prouvé concrètement ni scientifiquement? Ou alors, est-ce que j'ai mal interprété votre phrase? Alors, il y a à la fois une bonne interprétation et une mauvaise interprétation, si je peux me permettre, et je vais essayer de m'en expliquer. Bien entendu, la constatation objective d'une diminution de l'intégrité physique ou matérielle va pouvoir être constatée dans les cas que vous citez. D'ailleurs, lorsque vous avez relu la phrase, vous avez omis d'indiquer un entre parenthèses qui listait saccage, viol, dégradation, etc. Bon, donc, il s'agit bien de cas de figure où on a une constatation objective d'un dégât, d'une nuisance, et ça rentre bien dans la catégorie des nuisances objectives dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce que je constate, c'est la relation qui est faite entre la diffusion d'une idée et la constatation d'une nuisance objective. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui diffuse une idée. Alors, je ne vais pas prendre des cas aussi polémiques que ceux que vous avez cités, mais on va pouvoir faire l'extrapolation très facilement. Par exemple, quelqu'un va diffuser une idée en disant que les coiffeurs sont des gens impossibles, sont des gens nuisibles qui font du mal. Bon. Il va donc diffuser cette idée. Parallèlement, ou conséquemment, ou plus tard, il va y avoir des gens qui vont manifester dans la rue et qui vont casser les vitrines des coiffeurs. Ce que je conteste, c'est de faire un lien objectif entre la diffusion de l'idée et le fait que certaines personnes aient extrapolé cette idée et aient perpétré des actions qui relèvent objectivement de la nuisance à autrui. Et cette assimilation que je conteste débouche sur toutes les lois précisément qui condamnent certaines expressions. Alors je pense à incitation à la haine, incitation à la haine raciale, à la violence, etc. Qui, un petit peu en vertu du principe de précaution dont nous avons parlé également tout à l'heure lorsque nous avons distingué les trois types de nuisances, nuisance objective, nuisance subjective et nuisance par destination, on établit un lien juridique entre l'expression d'une idée et certains faits qui, eux, effectivement, sont constatables. Et cette relation qu'on établit de cause à effet, de cause supposée à effet,
de cette relation découle toute une législation. Voilà. Compte tenu de la catégorisation que je propose, de la nuisance, toutes ces lois me semblent ne pas relever de la nuisance objective, puisqu'elle établit un lien. C'est le lien qui est subjectif. C'est peut-être de là que vient la difficulté d'interprétation de cette phrase. Quand je parle de subjectivité, je ne parle pas de constatation. Je ne dis pas que le dégât est subjectif, le dégât est objectif, mais ce qui est subjectif, c'est d'avoir relié de façon législative et donc punissable, condamnable, pénalisable, la constatation objective de la nuisance et l'idée qui circulait. Pourtant, pour moi, il y a quand même un rapport de cause à effet entre l'idée j'aime pas les coiffeurs, etc., et l'idée on va casser la boutique du coiffeur. C'est objectif, ça. Il y a une contradiction dans ce que vous dites, parce que vous commencez votre phrase en disant « pour moi », et après vous dites « c'est objectif ». Vous voyez bien que vous partez sur une notion de ressenti. C'est-à-dire, pour vous, il va y avoir un lien, pour d'autres, il n'y en a pas. Par exemple, pour moi, il n'y en a pas. Bon, la seule chose qui est objective, qui s'impose de façon universelle, c'est la constatation du dégât, puisque là, on va mettre en œuvre des outils scientifiques, hein, tout au moins les outils scientifiques qui sont à disposition du savoir humain, et on va constater. Mais le lien c'est une affaire de subjectivité. Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'étendre cet exemple à d'autres cas, puisque là, on parle de la liberté d'expression, en quelque sorte, et de la pertinence ou pas de restreindre la liberté d'expression en fonction de nuisances qu'elle peut créer. On a parlé, là, de la diffusion d'idées. On est généralement dans le domaine politique, de diffusion d'idées qui vont entraîner des violences. On pourrait parler de deux autres catégories de pénalisation de l'expression, qui sont l'injure et la diffamation. Alors on a en fait trois niveaux. On a l'injure, plus fort la diffamation et plus fort l'incitation à la violence. Prenons le plus léger, entre guillemets, l'injure. L'injure, c'est l'acte de mettre un adjectif désagréable à l'encontre de quelqu'un. Je dis donc dans ce chapitre que le fait d'affluer quelqu'un d'un adjectif péjoratif, qui peut être d'ailleurs modulé en fonction du ressenti justement des différentes personnes, différentes couches de la société, et aussi en fonction de l'époque dans laquelle on se place. Par exemple, le mot imbécile pas forcément la même puissance en 2000 qu'il l'a en 1600. En fonction de ce ressenti, le fait majoritaire va s'exprimer à un certain moment et va pénaliser ou pas. Bon. Donc, je dis que là, on est en dehors de la gestion du pénal par des principes, on est dans la gestion du pénal par du ressenti ponctuel. Pour ce qui concerne le cran au-dessus, qui est la diffamation, je crois que vous en aviez parlé. La diffamation va plus loin, mais il y a une confusion entre la diffamation et la plainte. C'est-à-dire que la diffamation, c'est dire que quelqu'un a fait quelque chose de punissable par la loi. Puisque si je dis que vous êtes un imbécile, je ne dis pas que vous avez fait quelque chose de répréhensible. Bon. Par contre, si je dis que vous êtes une voleuse, que vous avez volé à un certain moment, dans certaines circonstances, je prétends que vous avez fait une infraction à la loi. Bien. Donc, on rentre dans le champ judiciaire, et là, effectivement, le débat peut s'établir sur est-ce qu'on a le droit ou pas de prétendre que quelqu'un a fait une chose interdite par le code pénal, par exemple, sans pour autant porter plainte. Puisque si je porte plainte, je me constitue en partie civile et je m'investis
dans un conflit avec quelqu'un, je prends la justice à témoin, et je dis cette personne a enfreint le code pénal, je demande à ce qu'elle soit jugée. Dans le cas d'une diffamation, on est en deçà de cette action, on dit simplement je prétends que cette personne a commis une infraction. Et ce que vous souhaitez, vous et puis énormément de gens finalement, et la majorité parlementaire, puisque il y a une législation qui interdit cela, on n'a pas le droit de prétendre que quelqu'un a commis une infraction sans que ça soit vérifié par la justice. Alors, le débat, c'est est-ce qu'il faut maintenir cette législation, et en vertu de quel principe, ou bien est-ce qu'il faut, au contraire, considérer que tant qu'on dit, on ne fait pas de mal, et on a le droit de le faire. Le raisonnement de ceux qui sont des zélateurs de cette législation est de dire le fait de diffamer, sans que ce soit la reproduction d'un jugement qui a été fait par la justice, ça porte atteinte, ça crée une nuisance à la personne, ça porte atteinte à son honorabilité, ça porte atteinte à sa respectabilité, et par voie de conséquence, d'un point de vue professionnel, pourquoi pas, ça va le gêner dans son travail. Or, qu'est-ce qui se passe en fait dans la réalité de notre société actuelle? C'est que lorsque il y a diffamation, celui qui fait la diffamation l'a fait généralement parce qu'il va tirer profit de cette diffamation. Même si ensuite il est condamné, la publicité qui va être faite autour de cette diffamation va apporter un bénéfice à celui qui a diffamé. Et du côté du grand public, le grand public se dit, dans la mesure où la diffamation est punie par la loi, si le diffameur prétend telle ou telle chose à propos d'un diffamé, c'est que ça doit être quand même un petit peu vrai. Donc il y a, du fait même de la loi, une incidence à la crédibilité par le grand public du contenu de la diffamation. Mettons-nous dans le cas où on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de diffamer. Alors ça ne s'appellerait pas de la diffamation, puisque ça ne serait pas pénalisé, mais enfin, pour comprendre un petit peu mieux le raisonnement, on va appeler ça de la diffamation. Donc si tout le monde a le droit de diffamer sur tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Le grand public, l'opinion publique, va savoir que de toute façon, ça n'est pas pénalisable, et donc l'argument de la probable crédibilité de la diffamation va tomber, puisque tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Et du coup, l'acte de diffamer n'aura plus aucune valeur, l'opinion publique n'y prendra absolument plus garde. C'est donc l'existence même, comme souvent d'ailleurs, c'est l'existence même de la pénalisation qui rend intéressant l'infraction. Je ne suis pas vraiment convaincue par votre raisonnement. Non, je n'ai pas l'impression, moi, que le fait de dépénaliser, si je puis dire, la diffamation, va la rendre obsolète. Ça, j'ai beaucoup de mal à l'envisager. Je crois qu'au contraire, ce sera la porte ouverte à tous les abus, à tous les excès. On risque rien, donc allons-y. On peut s'attaquer à quelqu'un, il n'y a pas de problème. On n'aura jamais de difficultés. J'avoue que je suis très, très réservée sur votre façon de penser. Mais bon. Alors, juste, simplement encore un mot. La diffamation est nuisible dans la mesure où le grand public tient compte de cette diffamation. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Lorsque je prétends
que vous êtes un voleur, une voleuse, c'est de la diffamation, et plutôt ça vous nuit, puisque vous dites il faut le pénaliser parce que ça me nuit. Oui. Bon, ça vous nuit si vous pensez que l'opinion publique, que le grand public, va être tenté de croire en grande partie ce que je dis. Mais si, quand je dis vous êtes une voleuse, si vous vous rendez compte que le grand public n'écoute même pas, que ça ne l'intéresse pas, que dans la mesure où tout le monde peut dire n'importe quoi sur tout le monde, par voie de conséquence, ça n'a plus aucune importance, puisqu'on ne risque pas la pénalisation. Donc le grand public, sachant qu'il est loisible de dire ce qu'on veut sur n'importe qui, ne va absolument plus jamais croire tout ce qui est dit sur les uns et sur les autres. Ou alors il va faire son choix en tant que personne responsable, il va essayer de voir les arguments pour, les arguments contre, et d'ailleurs, on rejoint, par ce débat, on rejoint le problème de la responsabilisation du grand public ou de l'infantilisation. L'État s'érigeant en gestionnaire en amont de l'opinion publique, c'est vrai aussi pour la garantie des produits, la garantie des... Le consommateur, là, dans le cas présent, l'auditeur d'opinion publique, est déresponsabilisé parce qu'il se dit, il y a une vérification en amont de ce qui est dit, on n'a pas le droit, l'État règle en haut le droit d'expression, donc fatalement ce qui arrive en bas, c'est déjà un petit peu vérifié, c'est déjà un petit peu vrai. S'il n'y a aucun contrôle en amont, disons à la source de la liberté d'expression, le grand public va se dire, écoutez, n'importe qui peut dire n'importe quoi, donc ça n'a strictement aucune valeur étalonnée par la puissance publique, pas de réglementation, pas d'étalon par la puissance publique, donc bon, c'est à moi de savoir si j'ai envie de croire ceci ou cela, et face au flux d'idées, d'opinions, d'expressions, ce sera à lui de faire son tri. Et Yves avait très bien posé la question en disant il y a la nuisance objective, puis la nuisance, il y a toutes les lois qui s'appliquent parce que, en vertu du principe, ça me déplaît. Ça me déplaît, donc je demande à ce qu'une loi soit édictée, et si possible, je fais un lobby, c'est-à-dire une association, et je demande à la puissance publique de faire une loi, parce que nous, notre association, on n'aime pas ça, ça nous gêne. Et par extension, pour se raccrocher donc au principe constitutionnel, on la raccroche à la nuisance en disant, en fait, ça nous nuit. Donc, il y a d'une part une question de ressenti, ça me nuit pas, et puis il y a une question de preuve. Il ne s'agit pas de dire simplement ça me nuit, il faut prouver qu'il y a une nuisance. Non mais, sinon c'est uniquement du ressenti. Sinon on peut aller très loin, on peut dire, bon moi les gens qui marchent en Bermuda dans la rue, ça me nuit, c'est vraiment je supporte pas, ça me... Vraiment, alors je prends exprès un exemple caricatural, je veux dire, où est le principe? C'est ça. Il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a une conception principielle, c'est-à-dire qu'on base les lois coercitives, parce que la coercition c'est quand même pas rien, c'est quelque chose qui t'empêche de faire un certain nombre de choses, dans certains cas ça te contraint à faire certaines choses. Il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait un principe qui soit bien expliqué et qui soit prouvé, et puis il y a l'idée, il suffit qu'à un moment, à une certaine époque, il y ait un certain lobby qui demande à ce que telle loi d'interdiction soit votée, pour que éventuellement cette loi soit... Mais enfin bon... Ça me semble intemporel quand même, que tu t'en prennes à... je sais pas, moi ça me... j'estime qu'on peut pas attaquer quelqu'un parce qu'il... Tu vois, tu dis j'estime. Ben oui, on parce que est dans le ressenti. Mais... Donc si on est dans le ressenti, on n'est pas dans les principes.
À partir le ressenti, moi, il y a quand même un principe fondamental. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. C'est pas un principe. Sur n'importe. J'ai pas le droit de dire n'importe quoi, c'est pas un principe. Ah, moi j'estime. Ou alors. J'ai pas le droit de dire n'importe quoi, c'est pas un principe. Moi je C'est dirais. quelque chose qui n'est pas défini. C'est une affirmation qui n'est pas définie. J'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Ah ben, bon, on peut l'ériger en principe, si tu veux. Ben, pour moi, cette phrase n'est pas un principe. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi, c'est pas un principe. Ah, peut-être. Ça ouvre le champ justement à toutes les dictatures. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Si c'est un principe, le gouvernement qui va diriger va dire, voilà, en vertu du principe constitutionnel qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, voilà ce que je mets dans n'importe quoi. Mais lorsqu'on est dans l'expression verbale, l'expression verbale, le problème n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le problème est de savoir si on a le droit de le dire. Voilà. Le problème est de savoir quel est le principe qui limite l'expression verbale. Alors quel est le principe ce principe n'est pas établi. Il n'est pas établi. Il y a des lois, bien entendu, des lois qui sont changeantes, variantes, qui varient au fur et à mesure des décennies, hein, mais il n'y a pas de principe dans la Constitution, bien au contraire. La Constitution, par l'intermédiaire essentiellement, parce que toutes les prises de position idéologiques de la Constitution, c'est issu de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Notre Constitution aujourd'hui, hein, elle est constituée de 4 documents, la Constitution de 58, le préambule à la Constitution de 46, la Charte de l'environnement de 2005 et la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bon, il faut aller dans la DDHC hein, pour avoir un petit peu des principes philosophiques, hein, déclinés ensuite en règles de droit. Et notamment, pour ce qui concerne le droit d'expression, il est affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme. Bon, il est affirmé, mais comme c'est une rédaction bourgeoise, le principe est affirmé, puis il y a une virgule, après, et puis il y a en général, la loi définira les modalités de gestion de ce principe. C'est-à-dire qu'on affirme un principe fort, qui est humaniste, qui correspond aux valeurs de liberté, etc. Puis après on dit la loi, c'est-à-dire un certain nombre d'individus qui sont au pouvoir à un certain moment donné de l'histoire, vont mettre ça à leur sauce. C'est-à-dire, il y a une liberté d'expression, oui, mais on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. Bon, donc c'est pas des principes, ça c'est le fait du prince du moment, le prince pouvant être une assemblée nationale, hein, c'est le fait des dirigeants d'une caste, d'une oligarchie élective au pouvoir à un certain moment, de choisir de façon discrétionnaire ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Prenons par exemple la loi sur le négationnisme. Qu'est-ce que c'est que la loi sur le négationnisme? C'est une loi qui a le droit de contester l'histoire. C'est une loi qui n'a pas... Pardon. C'est une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de contester une certaine vision de l'histoire qui a été définie au procès de Nuremberg. C'est-à-dire qu'il y a... Donc c'est contradictoire avec toute l'éthique de la fonction d'historien. Et je pense que je parle à quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet. On a, en 1945, un procès qui n'est pas un procès dans les formes, puisque il y a des vaincus qui sont jugés par des vainqueurs. Bon, on est aux antipodes d'un procès en toute objectivité. Bien. Bon, ceci étant annexe, mais ça a quand même une certaine importance pour la suite du raisonnement. Ce procès décide, décrète, donne des conclusions sur certains faits historiques. Bien. Eh bien, il y a une loi, qui est la loi Fabius-Guessot de 1990 ou 91,
qui condamne lourdement à des sanctions pécuniaires, voire d'emprisonnement, toute contestation, je dis bien contestation, hein, c'est-à-dire ne serait-ce qu'un agnostisme par rapport à ces déclarations, ces conclusions du procès de Nuremberg, un agnostisme, c'est-à-dire une position qui consisterait à dire nous allons vérifier si cette description des faits est bien réelle, s'il n'y aurait pas quelques erreurs, si éventuellement la réalité historique ne serait pas sensiblement différente des termes très précis qui ont été ceux de la conclusion du procès de Nuremberg. Donc voilà ce que c'est que la loi sur le négationnisme. Et c'est une loi donc qui limite le droit d'expression, qui limite le droit à écrire sur l'histoire, tout simplement, à écrire une opinion sur l'histoire. Et s'il y avait eu un principe, s'il y avait un principe dans la Constitution qui permet une lisibilité claire de la limite du droit d'expression, on n'aurait pas cette loi. Alors si on trouve que cette loi est bien, ce qui était également possible, il faudrait qu'on nous explique en vertu de quel principe constitutionnel elle s'applique. Donc voilà un exemple de toute l'ambiguïté qu'il y a à dire oui, on peut pas dire, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Peut-être qu'on ne peut pas dire et pas écrire n'importe quoi, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion a priori. Ce que je souhaite, c'est que la Constitution qui guide notre table législative, et qui est son paradigme, ses rails, nous dise clairement quel est le principe appliqué, et si possible, et non pas si possible, mais par obligation, soit approuvé par une majorité qualifiée du peuple.